Pourquoi notre relation au travail a-t-elle changé aujourd'hui? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ariane Agora pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus que d'actualité, la relation que nous avons avec notre travail. C'est comment, travailler? Parce que je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je sais pas en Pourquoi il a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'il s'agisse de recrutement, de relations humaines, d'organisation du travail ou de réorientation professionnelle, la question de la relation que nous avons avec notre travail se retrouve aussi bien dans les collectivités que dans les entreprises, mais également dans d'autres structures. Il y a peu, j'ai assisté à une conférence sur l'agroforesterie. Parmi les intervenants, un grand chef cuisinier de Narbonne, adepte des produits locaux, a réagi assez intensément à une question qui lui était posée sur le recrutement. Je vais vous dire ce qu'il se passe quand je recrute. Ce n'est pas moi qui mène les entretiens, ce sont les jeunes, eux, qui m'entretiennent. Ils regardent si ma maison correspond à leurs besoins et à leurs attentes, sinon ils vont voir ailleurs. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça se passe au niveau des horaires C'est 7 heures par jour, 1 heure de pause. et aussi au niveau des congés? C'est 5 semaines par an. En tout cas, je vous remercie, je vais prendre le temps de réfléchir au poste. Si, voilà, si je postule vraiment ou pas, je vous tiens au courant. Ce constat est partagé par beaucoup. On entend souvent dire que les nouvelles générations ont un rapport différent au travail, à la hiérarchie, qu'elles ont un besoin plus important de liberté. Mais quel est ce nouveau rapport au travail? Et surtout, pourquoi a-t-il changé aussi rapidement? Mais est-ce vraiment qu'une question de génération ou est-ce un phénomène sociétal plus global? Récemment, les collectivités m'ont demandé d'animer une formation, la relation de l'individu au travail aujourd'hui. Je me suis dit, passionnant. Et comme j'aime relever les défis, c'est parti. On y On go. y go. Oh, non, tu voulais? Pardon, non, c'est toi. Non, La je te prochaine laisse, fois, si tu veux, ce sera toi. Comme le sujet est vaste, je ne peux évidemment pas tout traiter en une seule vidéo. Et plutôt que de vous donner plein de solutions, je vais tenter de vous partager ce qui, moi, m'a d'abord profondément animé et passionné sur ce sujet, c'est-à-dire l'histoire, la pensée de certains philosophes et sociologues. L'étymologie du mot travail est l'étymologie la plus citée. Vous la connaissez d'ailleurs sûrement. Le mot travail vient du mot tripalium, qui désignait un objet de torture. Et oui, cela ne donne pas très envie. Le mot travail nous ramène donc directement à quelque chose de douloureux, de vraiment pénible, d'une contrainte, quelque chose qui ne donne absolument pas envie. Le mot métier vient quant à lui du mot latin ministerium, qui signifie service. À l'époque, il pouvait même y avoir une connotation religieuse, au sens le service divin. Dans le mot métier, on retrouve vraiment la notion de devoir, mais aussi de service de l'autre, d'un collectif. Il nous renvoie aussi à un savoir-faire spécifique, et pas juste à un effort ou une contrainte. Enfin, nous avons le mot œuvre, qui vient du mot opéra, qui signifie un travail qui a été magnifié par l'activité humaine, une forme de réalisation. Le mot opéra a d'ailleurs donné son nom aux œuvres musicales et théâtrales de la musique classique. À travers ces différentes étymologies, nous retrouvons donc très tôt deux sens, deux notions au mot travail. Le travail au sens de la contrainte, du labeur, de quelque chose qui est difficile, et le travail plus au sens du métier ou de l'œuvre, quelque chose que l'on donne, qui est au service du collectif, qui est comme une réalisation magnifiée par l'activité humaine. Nous retrouvons également cette distinction chez la philosophe Hannah Arendt, qui est une philosophe assez connue du XXe siècle, qui distingue trois formes d'activité humaine. La première, le travail, qui est selon elle lié à la survie et qui est proche de la condition de ce que vit l'animal. La deuxième, l'œuvre, qui est liée à la création et qui justement dépasse la condition de l'animal. Et la troisième, qui est l'action, qui renvoie plutôt à la politique et à l'organisation sociale. Nous pouvons également faire le parallèle avec la Grèce antique, où à l'époque le travail était réservé aux esclaves. L'activité politique était la seule action qui était vue comme noble. Il faut vraiment comprendre que la valeur du travail ou la notion de travail telle que nous la voyons aujourd'hui n'existait pas à l'époque. Nous pouvons donc comprendre que la valeur que nous avons mise sur le mot travail a évolué au cours des siècles, des générations et de l'histoire. Selon Cauvin, un anthropologue, l'homme préhistorique n'avait pas besoin de réellement travailler. Il chassait, cueillait pour subvenir à ses besoins quelques heures par jour. Il y a quelque temps, je suis allée voir un parc préhistorique dans le sud de la France où les historiens m'ont aussi complètement montré un autre regard sur ce que vivaient les hommes préhistoriques à l'époque. J'avais l'idée qu'ils passaient leur temps à chasser ou que les conditions de vie étaient extrêmement rudes. Ils m'ont plutôt dit que non, l'homme vivait en harmonie avec la nature et qu'il lui suffisait de quelques heures par jour pour pouvoir se nourrir.
La notion de travail, là encore, n'existait pas vraiment. Il s'agissait plus de subvenir à ses besoins à travers la chasse et la cueillette. Le reste du temps était consacré à d'autres activités, notamment des activités religieuses. Encore une fois, nous voyons que la notion de travail n'existe pas réellement. S'agit-il donc d'une construction sociale? Toujours selon Cauvin et d'autres historiens, le travail serait né de la sédentarisation qui a complètement bouleversé en fait notre histoire. Au début, le travail était plus celui du paysan ou de l'artisan, dans lequel tout était intégré, c'est-à-dire qu'il avait la relation avec son client, le choix des outils qu'il allait utiliser, la réflexion sur ce qu'il allait fabriquer, il avait un réel savoir-faire. Le travail n'était pas segmenté, réparti. Ce n'est qu'au cours du XVIIIe et du XIXe siècle que la marchandisation du travail apparaît. Ce phénomène consiste à extraire la force et le temps de travail pour les distinguer de la propriété et des revenus issus de la vente des produits fabriqués. Une autre caractéristique du XIXe siècle est la séparation entre l'apprentissage et l'emploi. C'est-à-dire qu'avant, l'apprenti apprenait avec un maître. Il apprenait un métier directement sur le terrain avec un maître qui lui transmettait. À partir du XIXe siècle, des écoles professionnelles se créent. L'ère industrielle marque donc le deuxième tournant vraiment très important dans la nature du travail telle qu'elle et aussi la valeur que nous accordons au travail. C'est aussi durant l'ère industrielle que la valeur du travail va commencer à monter. Le philosophe économiste écossais Adam Smith nous dit : le travail est la source de toute richesse. Plus on travaille et plus on gagne de l'argent. C'est en fait le début du travail tel que nous le connaissons maintenant, avec le salariat, les CDI. C'est également l'arrivée du taylorisme, du fordisme, le travail à l'échelle tel que nous avons pu le connaître. Le travail devient une valeur en soi. Il est bien et normal de travailler, comme si cela avait été toujours naturel à l'être humain. Le travail devient même une forme d'identité sociale. On ne dit pas « j'œuvre en tant qu'avocat », mais bien « je suis avocat ». N'est-ce pas une des premières questions que l'on pose à quelqu'un lorsque l'on rencontre « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Sous-entendu « qui es-tu » ? Je suis éducateur, je suis boulanger, je suis ouvrier. Le travail devient une autre identité, c'est ce qu'on est, c'est ce qui donne aussi notre valeur quelque part, comme si nous avions une valeur par rapport à notre travail qui est social. Mais est-ce vrai ? Est-ce que l'on est notre travail ? Est-ce que notre travail nous définit complètement ? Est-ce qu'il dit la valeur de qui nous sommes ? Lorsque je donne cette formation à des conseillers en orientation professionnelle, ils me disent assez souvent qu'ils accompagnent des personnes qui sont complètement dévastées par le fait de ne plus pouvoir exercer leur travail, souvent pour des raisons de santé. Une des clés est de leur montrer que leur valeur ne dépend pas du fait qu'elles travaillent ou pas, et que leur travail, le travail qu'elles ont exercé jusque-là, n'est pas non plus leur identité propre, que ce n'est pas uniquement ce qu'elles sont. Pour revenir à l'ère industrielle, et suite au développement du taylorisme et du fordisme, avec des penseurs connus comme Karl Marx qui trouvent que ce travail est déshumanisant et aliénant. C'est durant ces changements importants que différents courants de psychologie du travail naissent. Ces courants s'intéressent aux phénomènes psychiques et au comportement des individus au travail. La psychologie du travail va se préoccuper du bien-être, de la souffrance au travail, comment pouvoir accompagner les salariés. Enfin, nous arrivons à la troisième transformation majeure qui a bouleversé notre société et donc notre rapport au travail. C'est l'arrivée des technologies du numérique et aujourd'hui probablement de l'intelligence artificielle. En effet, les sociétés post-industrielles ont vu le nombre d'emplois manuels baisser et le nombre d'emplois intellectuels augmenter. Les nouvelles technologies ont redéfini les tâches et redéfini la nature du travail lui-même. Pour donner un exemple, l'agriculteur a juste besoin d'un tracteur pour pouvoir faire le travail de ce que faisaient plus d'une dizaine d'hommes. Si on regarde l'histoire de l'humanité, il faut bien comprendre que le changement vers le numérique est un changement qui s'est fait d'une manière extrêmement rapide. Cela crée un clivage important entre les jeunes générations et les anciennes. De manière générale, le développement des nouvelles technologies a permis à l'être humain de se dégager du temps dont il peut se servir pour penser sur lui-même. Selon Karl Marx, c'est une fois libéré des luttes matérielles que l'esprit humain peut se consacrer à la réflexion et à la critique des systèmes. Rousseau confirme également son idée. Selon lui, la réflexion philosophique naît d'un espace où les besoins fondamentaux sont satisfaits. Les philosophes des Lumières, tels que Montesquieu et Diderot, confirment également ces types de pensées, en nous montrant que, pour se consacrer à la réflexion philosophique qu'ils ont eue, ils ont dû être supportés par des mécènes.
Aujourd'hui, la question de sens retrouve toute sa place dans notre rapport au travail. Rappelez-vous de Hannah Arendt qui distingue le travail et l'animal de l'œuvre qui est humaine, qui est comme quelque chose de magnifié, une forme de réalisation. Heidegger souligne également que l'être humain est le seul être conscient de son existence et de sa finitude, ce qui lui pousse à donner du sens à sa vie. La philosophe Julia de Funès a fait plusieurs vidéos que je trouve vraiment très intéressantes sur la relation que nous avons au travail aujourd'hui. Je vous recommande de les regarder, elles sont toutes sur YouTube. Elles nous rappellent vraiment qu'aujourd'hui, le travail n'est plus une valeur en soi, mais bien un moyen. Il ne s'agit plus d'avoir un travail juste pour le travail en soi, mais plus d'avoir un travail qui a du sens pour pouvoir s'épanouir ou pour pouvoir réaliser des choses qui nous tiennent à cœur. Quant au fait de savoir si la relation au travail a changé uniquement pour les nouvelles générations, je vous invite à réfléchir par vous-même sur le sujet. Tout simplement en vous questionnant vous. Quel est votre rapport au travail aujourd'hui? Faites un schéma, des bulles, mettez des mots-clés, posez tout cela sur une feuille de manière assez visuelle et observez, prenez conscience. Pour vous partager mon expérience, les gens qui viennent dans mes formations ont souvent des préjugés que ce ne sont que les nouvelles générations. On sait bien que les jeunes ne veulent plus travailler. Et je les amène juste à se questionner sur leur rapport à eux, que leur relation au travail à eux aussi a changé. Ils ont envie d'avoir un équilibre de vie plus équilibré entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils ont envie d'avoir une organisation du travail qui soit moins pyramidale, d'avoir aussi plus de sens dans leur travail. J'ai pu voir aussi des jeunes me dire: je n'en peux plus, tout le monde vient me voir pour me demander de l'aide au niveau informatique ou numérique, mais je n'y connais rien. On vient me voir juste parce que je suis jeune. J'ai pu voir aussi un jeune dire: ah, je n'en peux plus de voir mes collègues être en train de regarder la montre en permanence lorsqu'il va être bientôt l'heure de partir. Et une personne plutôt âgée dire: mais t'es jeune pourtant, je comprends pas. Et de voir ce genre de clichés tomber au fur et à mesure. Je pourrais aller plus loin dans cette vidéo et approfondir quels sont les nouveaux besoins et les nouvelles attentes qui s'expriment aujourd'hui dans la relation au travail. Mais pour ne pas alourdir le format de la vidéo, je préfère vous laisser avec ces philosophes, ces historiens et surtout cette question de quelle est votre relation à vous avec votre travail. Pour conclure, je vous partage ce qui me paraît essentiel de retenir suite à cette vidéo. Si nous reprenons donc l'histoire et les différents philosophes, le travail ne semble donc pas être naturel pour l'être humain, mais plutôt une forme de construction sociale. La question de sens, quant à elle, serait plutôt quelque chose qui définisse réellement l'être humain. Les bouleversements que vit notre société nous influencent tout naturellement énormément et notre relation au travail n'en est pas épargnée. Parmi ces trois bouleversements, il faut retenir la sédentarisation, l'ère industrielle et l'arrivée du numérique. Rappelons-nous que le mot travail peut indiquer des réalités très différentes pour chacun. Je rappelle que dans la société d'aujourd'hui, la valeur du travail en tant que telle baisse et que d'autres valeurs montent, comme le fait d'avoir du sens au travail, le fait d'avoir un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle, le bien-être. La notion de travail redevient plus un moyen qu'une valeur en soi. Cela peut être aussi l'invitation à ne pas nous juger et à développer plus de tolérance les uns envers les autres. Pour vous partager mon expérience, j'ai compris que dans mon entourage et dans ma famille, certaines personnes n'avaient pas forcément la même notion du mot travail que je pouvais l'avoir. Cela m'a apporté beaucoup d'apaisement et de compréhension de voir que certaines personnes voyaient vraiment le travail comme une valeur en soi, encore une fois. Juste qu'il était bien de travailler pour le travail lui-même, alors que je percevais le travail plus comme un moyen d'épanouissement, de réalisation de moi-même par exemple, un moyen de faire ce qui me plaisait, et que cela n'avait pour moi rien à voir avec la valeur de qui j'étais, quelle que soit la nature du travail que je pouvais faire, ou bien même le fait de travailler ou de ne pas travailler. Comprendre cela m'a apporté beaucoup d'apaisement vis-à-vis de ces personnes et aussi beaucoup de compréhension dans ce qu'ils pouvaient vivre. Enfin, même si je ne peux pas prédire l'avenir et vous dire ce qu'il va en être de notre relation au travail d'ici quelques années, une idée très connue des historiens et des philosophes m'inspire. Machiavel nous dit: celui qui veut prévoir l'avenir doit consulter le passé, car les événements humains se répètent toujours. Quoi, mais tu veux dire qu'on va revenir comme au temps des Grecs? Je vous laisse réfléchir et méditer sur le sujet. En attendant, je vous invite à réfléchir sur vous-même. Quelle est votre relation au travail aujourd'hui?
Vous pouvez également regarder les vidéos sur YouTube de Julia de Funès qui sont vraiment très intéressantes. Et vous pouvez aussi lire ce livre qui s'appelle Manuel de la psychologie du travail et des organisations, duquel je me suis largement inspirée pour cette vidéo et que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions, votre relation au travail dans les commentaires.